Madame la leader adjointe du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande d'appeler l'article 1 du feuilleton. À l'article 1 du feuilleton. L'Assemblée reprend le débat ajourné le 25 février 2026 sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Y a-t-il des interventions? Je reconnais Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Très apprécié. Alors, Monsieur le Président, lorsqu'un gouvernement décide de se doter d'une constitution, il ne pose pas un geste ordinaire. Il ne modifie pas simplement une loi, il touche à la charpente même de l'État, il redessine les fondations sur lesquelles reposent nos institutions, nos droits et notre manière de vivre ensemble. Or, avant même d'examiner le contenu d'un tel projet de loi, il faut se poser une question simple mais fondamentale. Qui a été invité à participer à l'écriture de cette Constitution? Dans le cas du projet de loi numéro 1, c'est une gifle à la nation québécoise et un recul radical de notre réconciliation avec les Premières Nations et Inuits. Il faut le dire clairement, les peuples Anishinaabe, Atikamekw, Wabanaki, Naskapi, Wendat, Eyu, Innu, Kanien'kehá:ka, Mi'kmaq, Wolastoqey et Inuit n'ont pas été consultés en amont. Ils n'ont pas été associés à la démarche, ils n'ont pas été appelés à co-construire ce texte qui prétend pourtant s'appliquer sur leur territoire, à leur peuple, à leurs descendants, sur les 7 prochaines générations. Autrement dit, le gouvernement a entrepris d'écrire la loi la plus fondamentale du Québec sans consulter les peuples qui habitent ce territoire depuis des millénaires. Et cela, à lui seul, devrait faire rougir d'embarras le ministre de la Justice et les députés du gouvernement. On ne construit pas une maison commune en excluant une partie de celles et ceux qui y vivent. On ne redessine pas les règles du vivre ensemble en fermant la porte à des nations entières. Et pourtant, c'est ce que fait le projet de loi numéro 1. La Constitution n'est pas seulement un texte juridique, c'est un pacte. Un pacte entre des peuples, un pacte entre des générations, un pacte qui doit être accepté, compris, reconnu comme légitime. Or, ici, le processus a été inversé. Le texte a été écrit d'abord, la consultation est venue ensuite et encore une consultation partielle, tardive, sans pouvoir réel de transformation. Dans un contexte de réconciliation, cette façon de faire est plus qu'un simple faux pas. C'est une rupture. Ça envoie un message que malgré les discours, malgré les excuses, malgré les commissions d'enquête et les appels à l'action, des décisions fondamentales peuvent encore être prises sans les peuples autochtones. Ce n'est pas ainsi que l'on bâtit la confiance, ce n'est pas ainsi que l'on répare des relations brisées, ce n'est pas ainsi qu'on écrit une constitution. Le Québec connaît pourtant une autre voie, Monsieur le Président. Ce qui rend la situation d'autant plus préoccupante, c'est que le Québec connaît déjà une autre voie, une voie plus lucide, une voie plus respectueuse. Dans son histoire politique, le Québec a déjà reconnu que les nations autochtones ne sont pas de simples groupes culturels, mais des nations politiques avec lesquelles il faut dialoguer de nation à nation. Il y a 50 ans, le 11 novembre 1975, les Cris, les Inuits, le Québec et le Canada signaient la Convention de la baie James et du Nord québécois. Cette convention s'appuyait sur un arrêt marquant qui reconnaissait que les Cris et les Inuits avaient des droits juridiquement exécutoires sur leur territoire et que le Québec avait des obligations juridiquement exécutoires envers eux. Ces deux instruments présentent un point tournant dans la politique québécoise en affirmant la volonté de l'État québécois de reconnaître que les nations autochtones sont détentrices de droits et en affirmant sa volonté d'entamer un processus de réconciliation. Je pense ici à l'approche portée par René Lévesque, une approche qui, bien qu'imparfaite, repose sur une idée fondamentale: on ne peut pas construire l'avenir du Québec contre les peuples autochtones, ni au-dessus d'eux, mais seulement avec eux. Cette approche s'est incarnée dans la politique québécoise, notamment par l'adoption des 15 principes constituant le fondement de l'action gouvernementale à l'égard des peuples autochtones du gouvernement du Québec en 1983 et dans la résolution de l'Assemblée nationale sur la reconnaissance des droits des Autochtones en 1985.
toutes deux adoptées sous le premier ministre René Lévesque. Cette vision a mené à des ententes négociées plutôt qu'imposées, à des discussions politiques plutôt qu'à des déclarations unilatérales, à une reconnaissance, au moins partielle, du fait que le territoire québécois n'est pas un espace vide, mais un territoire partagé. À l'échelle internationale, cette même logique a été consacrée par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, une déclaration qui reconnaît explicitement le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, à leurs institutions, à leur territoire et surtout au consentement préalable, libre et éclairé lorsqu'une mesure législative les concerne. Ces engagements ne sont pas symboliques, ils devraient guider toute démarche constitutionnelle sérieuse. Où en sommes-nous? En 2019, le gouvernement et tous les parlementaires s'étaient engagés à mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Je lis la motion qui avait été adoptée à l'époque, que l'Assemblée nationale prenne acte des conclusions de la Commission vient, exprimée le 30 septembre 2019, quant à la responsabilité de l'État québécois envers les constats accablants et douloureux énoncés dans son rapport. Qu'elle reconnaisse, comme l'ont affirmé les chefs et toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, l'importance de poser des gestes concrets dès maintenant afin de mettre un terme à la discrimination envers les membres des Premières Nations et des Inuits et de tisser des rapports égalitaires avec ceux-ci. Qu'elle prenne acte que le rapport de la Commission vient appelle le gouvernement du Québec à reconnaître et mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, une recommandation qui formulait également le rapport de l'enquête nationale sur les femmes, les filles autochtones disparues ou assassinées déposée en mai dernier, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de reconnaître les principes et de s'engager à négocier la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones avec les Premières Nations et Inuits. Cette motion, présentée par ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques, 6 ans plus tard, silence radio de la part du gouvernement. Elle a été adoptée, mais rien ne se passe par rapport à ça. Si ça, ce n'est pas un bris de la parole engagée de cette Assemblée, je ne sais pas ce que c'est. C'est la revendication principale de nos frères et sœurs autochtones. La première étape de la réconciliation législative, c'est de co-construire la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies au droit à l'autodétermination des peuples autochtones au Québec. Si la CAQ avait tenu son engagement, sa parole, nous n'en serions pas là aujourd'hui, au plus mal dans nos relations avec les gouvernements des peuples autochtones. Le projet de loi 1, c'est un projet de loi qui est colonial. Monsieur le Président, à la lumière de ces principes, il faut nommer les choses clairement. Le projet de loi numéro 1 peut être qualifié de projet de loi colonial. Pourquoi? Parce qu'il reproduit les mécanismes mêmes que la réconciliation cherche à démanteler. D'abord, le projet de loi affirme l'intégrité territoriale de l'État québécois et consacre la souveraineté de la nation québécoise sans jamais reconnaître la souveraineté préexistante des peuples autochtones. C'est comme si on redessinait une carte en ignorant ceux qui y vivaient déjà, comme si on affirmait « ce territoire est désormais régi par une seule souveraineté sans discussion, sans consentement, sans reconnaissance des autres ». Cette affirmation unilatérale est au cœur de la logique coloniale. Elle repose sur l'idée que l'État peut décider seul, même lorsqu'il s'agit de territoires qui n'ont jamais été cédés. Ensuite, les peuples autochtones sont relégués à une mention dans le préambule, une reconnaissance symbolique, culturelle, presque décorative, mais leurs droits politiques, leur autodétermination, leur capacité de gouverner leurs propres affaires ne sont pas inscrits dans le corps du texte. En droit constitutionnel, cette distinction est cruciale. Ce qui n'est pas dans le corps du texte n'est pas protégé de la même manière. Autrement dit, on reconnaît la présence, mais on refuse la pleine reconnaissance des droits. Le projet de loi se limite à reconnaître l'existence des nations autochtones et leur droit de maintenir et de développer leur langue et leur culture d'origine sans toutefois inscrire ces droits dans le corps du texte. Surtout, il leur refuse la reconnaissance comme peuple souverain, capable de négocier d'égal à égal avec l'État québécois. C'est une vision qui réduit des nations politiques à des réalités culturelles, une vision qui infantilise, une vision qui efface. Cette approche est incompatible avec les obligations internationales du Québec.
La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est claire. Lorsqu'un État adopte une mesure législative susceptible d'avoir un impact sur les peuples autochtones et une constitution est la mesure la plus fondamentale qui soit, il doit obtenir le consentement préalable, libre et éclairé. Lire l'article 19 de la Déclaration. Ici, aucun consentement n'a été recherché, aucune négociation n'a été engagée, aucune co-construction n'a été amorcée. Le projet de loi 1 bafoue donc non seulement l'esprit, mais aussi la lettre de cette déclaration. Il place le Québec en contradiction avec ses propres engagements. Il fragilise sa crédibilité lorsqu'il se présente comme un État respectueux des droits humains et de la réconciliation. Plus grave encore, il envoie un message dangereux, celui selon lequel les grandes décisions peuvent encore être prises sans les peuples autochtones tant qu'on leur accorde une reconnaissance symbolique. Une constitution devrait ouvrir des chemins, elle devrait créer des ponts, elle devrait offrir un cadre souple permettant d'imaginer des relations renouvelées fondées sur le respect et la coopération. Le projet de loi 1 fait l'inverse. En constitutionnalisant une vision unilatérale de la souveraineté, il rigidifie les rapports de pouvoir, il transforme des enjeux politiques, le territoire, la gouvernance, la souveraineté partagée, en vérité constitutionnelle difficile, voire impossible à remettre en question. C'est comme si on coulait du béton là où il faudrait laisser place au dialogue, comme si on fermait des portes qui devraient rester ouvertes. Plusieurs mémoires l'expriment clairement, ce projet de loi risque de figer des rapports coloniaux au lieu de permettre leur transformation. Je cite les propos du chef Francis Véropol de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Nous sommes devant un texte qui consolide un État québécois à travers une entreprise nettement dominatrice au prix de l'effacement juridique et politique des Premières Nations, une marque caractéristique du colonialisme. On ne peut qu'être d'accord avec chef Véropol, la Constitution caquiste est une démarche coloniale qui fait abstraction des droits ancestraux et des titres issus de traités des 11 peuples autochtones qui cohabitent le territoire avec la nation québécoise. Et pourtant, des voix positives existent. Les mémoires déposées ne se contentent pas de critiquer. Ils proposent des solutions concrètes, réalistes et porteuses d'avenir. Ils parlent de consultations en amont, menées spécifiquement auprès des Premières Nations et des Inuits. Ils parlent de négociations de nation à nation fondées sur la reconnaissance mutuelle et le respect. Il parle de co-construction d'un cadre constitutionnel qui reconnaît explicitement l'autodétermination des peuples autochtones et, ce faisant, adopte et met en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il parle d'institutions partagées, de mécanismes permanents de dialogue, de reconnaissance des 11 nations comme peuples distincts. Ces propositions ne sont pas radicales, elles sont cohérentes avec le droit international. Elles sont fidèles à l'histoire politique du Québec, lorsqu'il a su faire preuve de courage et de lucidité. Elles sont compatibles avec une vision solidaire et progressiste de l'avenir. Monsieur le Président, une Constitution ne peut pas être écrite contre les peuples autochtones. Elle ne peut pas être écrite sans eux. Elle ne peut pas ignorer leur souveraineté, leurs droits et leur existence politique. Le projet de loi 1 échoue à cet égard. Il reproduit une logique coloniale. Il bafoue les engagements internationaux du Québec. Il compromet le processus de réconciliation législative. Québec solidaire s'oppose donc au principe de ce projet de loi. Nous croyons qu'un autre chemin est possible, un chemin fondé sur l'écoute, un chemin fondé sur la reconnaissance, un chemin fondé sur une relation de nation à nation, de peuple à peuple. Et c'est ce chemin que nous continuerons de défendre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Jean Lesage.